INA Podcast. Retrouver ma douce amie au Bégué. Oh là là. Oh. Pique la baleine, joli baleinier. Pique la baleine, je veux naviguer. La radiodiffusion télévision belge, 3e programme, et l'Office de radiodiffusion télévision française France Culture présentent en coproduction Moby Dick d'Herman Melville, adaptation de Jean Thibaudot. Des mers du nord aux mers du sud au Bégué. Oh là là. Pique la baleine, joli baleinier. Pique la baleine, je veux naviguer. Alors tu la racontes ton histoire, Ismaël. Oh Ismaël. Des poètes ont chanté les louanges de l'œil soyeux de l'antilope et l'aimable plumage de cet oiseau qui jamais ne se pose. Moi, moins céleste, je célèbre une queue. Si l'on décide que la queue du plus beau cachalot, commence à cet endroit du tronc de l'animal où il se rétrécit au point de n'avoir que l'embonpoint habituel d'un homme, pour sa seule surface supérieure, elle couvre environ 50 pieds carrés. Cylindrique et compacte au départ. Elle se continue par 2 larges pales, ou branches, solides et plates, qui s'amenuisent progressivement pour n'avoir plus, au bout, que l'une et l'autre un peu moins d'1 pouce d'épaisseur. Où elles se rejoignent, ces branches se chevauchent un peu, puis elles se séparent comme 2 airs. Et elles laissent enfin entre elles un vide de plus en plus considérable. Chez nul être vivant, il n'y a de lignes aussi belles, aussi délicieusement tracées que sur les bords, en expansion continue, des 2 branches de la queue de la baleine. Chez une baleine arrivée à maturité, et au mieux de sa forme, la queue dépassera sensiblement les 20 pieds en largeur, de l'un à l'autre. Le membre, au total, a l'allure d'un lit palmé et rembourré, litière de muscles et de nerfs, soudés ensemble. Mais, si vous tranchez là-dedans, vous trouvez 3 couches bien distinctes et qui sont à savoir celle du dessus, celle du milieu et celle de dessous. Dessus, les fibres de la couche de dessus sont longues et horizontales. Dessous, les fibres de la couche du dessous sont longues et horizontales. Elles sont milieu. Là, les fibres sont courtes et croisées de telle sorte qu'elles font le lien entre les fibres du dessus et celles du dessous. Cette structure trinitaire, telle qu'elle est définie, aussi bien qu'autre chose, donne de la puissance à la queue. Pour celui-là qui étudie les vieux murs romains, cette couche médiane de la queue de la baleine
sera curieusement à rapprocher de cette mince épaisseur de briques qui, toujours, alterne avec la pierre en ces merveilleuses ruines de l'Antiquité et qui, sans aucun doute, est pour beaucoup dans la solidité de ces belles constructions. Mais comme si vraiment ce n'était pas assez que cette grande puissance localisée dans la queue tendineuse, tout le corps, tout entier du Léviathan est, je dirais, tricoté. Et donc, enveloppé dans une maille serrée de filaments et fibres musculaires qui, passant de chaque côté des reins pour en serrer ensuite les branches de la queue, se mélangent insensiblement à elle et participent beaucoup à l'élaboration de sa force. Si bien que, dirait-on, dans la queue conflue toute la vigueur démesurée du cachalot, toute concentrée là. Cela, cette force étonnante, n'aboutit pas du tout à estropier ou alourdir la flexibilité gracieuse de la queue du cachalot, où l'aisance enfantine court au travers d'une puissance de titan. Tout au contraire, ces mouvements de la queue en tirent de cette puissance toute leur effrayante beauté. La force véritable n'altère pas la beauté, ni non plus l'harmonie, et bien souvent, elle y ajoute. Et en chaque grandement belle, la force a quelque chose de magique. Faites sauter les tendons noueux et gonflés dans le marbre d'un Hercule sculpté, et son charme s'en va. Telle est l'élasticité subtile de l'organe dont je traite, que manié pour l'amour du sport, ou encore pour de bon, dans la colère, par exemple, quoi qu'il agite, ces mouvements sont empreints toujours de la plus haute grâce. Le bras d'une fée ne le vaut pas. 5 figures lui sont propres. Lorsque la baleine se sert de sa queue pour avancer. 2, lorsqu'elle s'en sert dans une bataille comme d'une massue. 3, comme d'un balai. 4, pour s'amuser. 5, pour plonger. Chacune de ces figures demanderait un long commentaire. Impossible ici. Je remarque seulement, pour le deuxièmement, que tandis que le cachalot, quand il se bat avec un autre cachalot, se bat à coups de tête et de mâchoire, contre l'homme, il se sert principalement et dédaigneusement de sa queue. Contre l'homme et lui seul. Et la charpente d'une baleinière supporte mal les coups de queue d'un cachalot, quand ils sont bien envoyés. Et la carcasse des rameurs n'y résiste pas non plus. Plus je considère cette queue puissante, plus je déplore mon incapacité à la décrire. Quelquefois, la queue du cachalot a des gestes de la délicatesse d'une main humaine qui demeure absolument inexplicable. Dans un vaste troupeau, ces gestes mystérieux sont quelquefois tellement remarquables que j'ai entendu des baleiniers déclarer sans rire qu'ils s'apparentaient de très près aux signes et symboles de la franc-maçonnerie. Et que la baleine, en fait, par ce moyen, converse, mais intelligiblement, avec le monde. Et d'ailleurs, sur tout le corps, en général, du cachalot,
Les mouvements pleins d'étrangeté ne manquent pas. Que ne peut expliquer le plus expérimenté de ses assaillants? Ismaël, c'est ton tour de vigie. Ah si, je peux bien maintenant la disséquer comme je fais. Je ne la pénètre pas très au-delà de son épiderme. Je ne sais rien de la baleine. Et je n'en saurai jamais rien. Et si je ne connais pas même la queue du cachalot, comment comprendrais-je sa tête? Oh, tais-toi, Ismaël. Et pire, comment comprendre son visage quand elle n'a pas de visage? Elle dit: tu me verras de dos et tu verras ma queue. Mais mon visage, jamais personne ne le verra. Tandis que même de dos, je ne peux pas bien la saisir. Et que dit-elle de son visage? Oui, que dit-elle? Mais je dis et je répète que la baleine n'a pas de visage. La baleine n'a pas de visage. Déjà, nous sommes lancés hardiment au-dessus du gouffre. Et bientôt, nous serons perdus sur son immensité, loin, absolument, des ports et d'aucun rivage. Maintenant, avant que le pécode à la coque herbue roule ventre contre ventre dans la compagnie du Léviathan, recouvert quant à lui de berniques et autres coquillages, il convient maintenant, mes amis, hors d'œuvre, de s'attaquer à un problème dont la réponse, en somme, est indispensable à la compréhension et à l'appréciation correcte des révélations et allusions en tout genre, touchant le Léviathan, qui viendront plus particulièrement par la suite. C'est une étude systématique de la baleine, prise dans sa généralité, que nous voudrions maintenant vous présenter. Tâche difficile. Nous allons tenter de classer les êtres constitutifs d'un chaos. Voici ce qu'en ont dit les auteurs récents les plus autorisés. Le capitaine Scoresby, en 1820. 2 points. Aucune branche de la zoologie n'est plus embrouillée que la cétologie. Cétologie. Sir John Bill, en 1839. Oui. 39. Ouvrez les guillemets, il n'est pas dans mes intentions, s'il est en mon pouvoir, de chercher à déterminer la bonne méthode pour diviser les cétacés en groupes et en familles. Bien. Et encore? Du même, inopportunité à poursuivre nos recherches dans des eaux insondables. Et idem. Un voile impénétrable empêche notre connaissance du cétacé. Un champ semé d'épines. Toutes ces indications incomplètes ne peuvent que nous mettre à la torture, nous naturalistes. Eh oui. Ainsi parle à propos de la baleine le grand Cuvier lui-même, et John Hunter, et Lesson, et... un quatrième dont j'ai oublié le nom, c'est Lumière de la zoologie de l'anatomie. Et pourtant, malgré le peu de poids de nos connaissances positives en cette matière, les livres qui en traitent sont innombrables. Nombreux les hommes, petits et grands, anciens et modernes, terriens et marins, qui ont écrit plus ou moins sur la baleine. Entre autres, les auteurs de la Bible. Dans la Genèse, dans la Genèse. C'est plus loin, là. Oui. Et voilà. Et Dieu créa les grandes baleines. Voilà, plus loin, dans le livre de Job. Léviathan laisse un lumineux sillage et il semble que l'abîme est blanchi. Et Jonas. Tenez, dans le livre de Jonas. C'est avant. Maintenant, le Seigneur a préparé un grand poisson pour avaler Jonas. Dans les psaumes. Tenez, voilà dans les psaumes. Là où vont les bateaux existe le Léviathan que tu as fait pour qu'il joue. Dans le livre d'Isaïe,
En ce jour, le Seigneur avec son épée punira Léviathan, le serpent agile. Léviathan, le serpent tortueux. Il tuera le dragon qui est dans la mer. Et puis, après la Bible, Aristote, Pline l'Ancien, Plutarque, Aldrovandi, Sir Thomas Brown, Gessner, Ray, Linné, Rondeletius, Willoughby, Green, Artedi, Sibald, Brisson, Martin, Lacépède, Voltaire, Desmarais, Baron Cuvier, Frédéric Cuvier, John Hunter, Owen Scoresby, Beale, Olmsted et le révérend T. Cheever. Et beaucoup d'autres. La plupart de ces auteurs n'ont jamais vu une baleine vivante. Descendre à tâtons jusqu'au fond de la mer, avancer les mains dans les fondements innommables, les côtes et l'authentique bassin du monde, c'est affreux. Moi, qui suis-je pour vouloir attraper par le nez le Léviathan? Les terribles reproches adressés à Job devraient bien m'épouvanter. Le Léviathan va-t-il faire un pacte avec toi? Cet espoir est vain. Mais j'ai navigué dans les bibliothèques et sur les océans. J'ai eu affaire avec les baleines, avec ces mains que voici. Je suis sérieux. Et je vais faire de mots. Je dis que la baleine est un poisson qui lance un jet d'eau et qui a la queue horizontale. À partir de cette définition, selon leur taille, je divise les baleines en 3 livres primordiaux. In folio, in octavo, in 12. In folio. Celui-là comprend le cachalot, la vraie baleine, la baleine d'eau de Fanon, la baleine bossue, la baleine d'eau de rasoir, la baleine soupe. Ensuite, j'appelle le second livre in octavo et non pas in quarto, pour une raison très simple. En effet, les baleines de ce second livre, qui sont plus petites, sont pourtant comparables dans leurs proportions respectives aux grandes baleines. Tandis que le format in quarto n'a aucune ressemblance avec l'in folio. Dans ce second livre, je range les pollards, le poisson noir, le narval, le tueur et le batteur. Dans le troisième, in 12, les plus petites baleines, c'est-à-dire les différentes espèces de marsouins, lesquels, en effet, répondent à ma définition. J'appellerai marsouin hourra le marsouin vulgaire. Celui qu'on trouve sur toutes les mers. C'est ainsi que je l'appellerai. Marsouin hourra parce qu'il nage toujours par bandes rigolardes. Sautent en l'air, dans le ciel, comme font les chapeaux dans les foules françaises du 14 juillet. Leur apparition est généralement saluée avec joie par les marins. Eux, toujours de très bonne humeur, viennent invariablement dans les vagues contre le vent. Ils vivent toujours face au vent. On estime qu'ils sont de bon augure. Et si vous-même n'êtes pas capable de lancer 3 hurrahs quand ils vous apparaissent, que le ciel vous vienne en aide, la joie divine n'est pas en vous. Le marsouin hourra, c'est le grand cachalot lui-même en miniature.
Vaguement connu des Anglais d'autrefois sous le nom de baleine trompette, Physeter Whale ou baleine tête d'enclume, la plus grande des baleines est appelée... Cachalot par les Français. Et... Pottfisch par les Allemands. Et... Macrocéphale par le monde scientifique. C'est sans aucun doute le plus considérable habitant du globe, la plus formidable de toutes les baleines qu'on peut rencontrer, la plus majestueuse d'aspect, et enfin, celle qui a la plus grande valeur marchande. C'est l'unique créature dont on puisse tirer cette denrée précieuse, le spermacétie. On pourrait s'étendre de mille manières sur toutes ces particularités. Je vais surtout m'occuper de comment on l'appelle. Son nom américain est en effet, philologiquement parlant, absurde. Il y a maintenant plusieurs siècles, lorsque la propre personnalité du sperme whale, français cachalot, était pratiquement inconnu et qu'on ne lui soutirait que très accidentellement son huile quand le monstre échouait sur une côte, l'on pensait communément, semble-t-il, qu'il dérivait d'une créature identique, connue en Angleterre sous le nom de Greenland, ou right whale, c'est-à-dire Groenland ou vraie baleine. Et on prenait cette huile pour du sperme qu'on appelait spermacétie. En ce temps-là, d'ailleurs, le spermacétie était excessivement rare. Et on ne l'utilisait pas pour l'éclairage, mais pour les produits de beauté. Oui, les garçons, de beauté ou de pharmacie. On n'en trouvait que dans les boutiques d'apothicaires. Maintenant qu'avec le temps, la nature véritable du spermacétie a été correctement établie, son nom premier lui a été laissé par les commerçants, bien évidemment pour en relever la valeur par une image si étrangement liée à l'idée de rareté. Père le cachalot, viens! Viens! La vraie baleine. Elle n'est pas du tout la plus grande des baleines, par conséquent. Mais par le fait que c'est elle qu'on a connu la première, et de la profonde ignorance où l'on en restait jusqu'à y a environ 70 ans, concernant le grand cachalot, ou sperm whale, ou spermacétie, encore fabuleux et complètement inconnu. Oui, complètement inconnu aujourd'hui encore. Sauf en quelques retraites studieuses et dans un petit nombre de ports baleiniers. Pour ces raisons, la vraie baleine n'a cessé d'usurper la royauté des mers. Et donc, d'un certain point de vue, et c'est le plus vénérable des léviathans, puisque le premier chassé, régulièrement, par l'homme. La vraie baleine fournit l'article dénommé baleine, ainsi que l'huile dite huile de baleine qui n'est pas de première qualité. Chez les baleiniers, on l'appelle indifféremment la baleine du Groenland, la baleine noire, la grande baleine, la vraie baleine, la baleine droite. Beaucoup d'obscurité entoure l'identité d'espèce tant de fois baptisée. Qu'est-ce donc que la vraie baleine? Hein? Tasse to go? Vous ne voyez pas? Simplement le grand mystique et tous des naturalistes anglais. La baleine du Groenland des baleiniers anglais. La baleine ordinaire des baleiniers français. Le Grolandswolfisch des Suédois. C'est la baleine qui, pendant plus de 2 siècles, a été chassée par les Hollandais et les Anglais dans l'océan Arctique. Celle que les Américains ont longtemps poursuivie dans l'océan Indien, sur les côtes du Brésil, et sur la côte nord-ouest du continent, et dans quelques autres parties du monde, et appelée par eux la vraie baleine de croisière.
elle! Après elle! Après elle vient le monstre qui, sous les noms de Dos de Fanon, Tall Spout et Long John, a été vu souvent sur toutes les mers et qui est le plus souvent la baleine, dont le jet magnifique fournit les descriptions des passagers des paquebots de New York Le Havre. Par sa longueur et par la forme de ses fanons, la baleine Dos de Fanon ressemble à la vraie baleine. Mais elle est moins corpulente et d'une couleur plus claire. La baleine Dos de Fanon n'est pas grégaire. On dirait qu'elle hait les baleines, comme certains hommes haïssent les autres hommes. Très sauvage et toujours seule. Elle vient à la surface des eaux les plus reculées et les plus sombres. Toujours inattendue. Son jet solitaire, qui s'élève très haut et très droit, est comme une haute lance misanthropique au-dessus d'une plaine stérile. Doué d'une force extraordinaire et capable des plus grandes vitesses au point de défier les hommes dans sa course, on dirait que ce Léviathan est, dans sa race, qu'un, banni et invincible. En cette qualité, il porte sur son dos ce poignard. Il est parfois confondu ou compris, de même que la vraie baleine, dans une espèce de baleine toute théorique, dite baleine à fanon, ou encore baleine à baleine, du fait qu'effectivement, il a des baleines dans la bouche. Il y a, semble-t-il, une grande variété de baleines à baleine, généralement mal connues. Baleine grand nez, virgule. Baleine à bec, virgule. Baleine à tête de pique, virgule. Baleine à bosse. Baleine mâchoire basse. Et baleine rostrée. 2 points. Voilà les noms que les baleiniers donnent à quelques-unes d'entre elles. Mais à propos de cette appellation de baleines à baleines, il faut bien remarquer, et c'est très important, que si une telle nomenclature peut en effet aider à l'identification de plusieurs sortes de baleines. Toutefois, il ne faudrait pas y voir le principe d'une classification léviathanique sérieuse. Car les baleines, par exemple, ou encore les bosses, les nageoires, les dents, ou ce qu'on voudra, sont des éléments dont les particularités se trouvent distribuées sans discrimination aucune entre toutes les espèces de baleines. Et rien dans tout cela n'est fait pour établir des différences de nature ou de structure essentielles. Et si l'on regarde cette fois à l'intérieur des baleines, on ne trouvera rien non plus pour les distinguer et les classer de façon enfin satisfaisante. Le meilleur système, et enfin le seul, je le répète, c'est de ranger les baleines par ordre de taille. Et c'est tout. Et donc, on continue. Allez. T'énerve pas, là. Ouais, donne-moi un peu. Un petit coup de ta fiole, ça va te faire du bien. Le tonneau. Voilà le tonneau. Un petit peu de ta fiole. Tiens, voilà. Et de quoi on parlait? Oui, c'est vrai de quoi on parlait. Et de quoi on parlait? Qu'est-ce qu'on parlait? On parlait de... Je sais pas ce qu'on... Ouais, je crois qu'on parlait de baleine. Ah oui, On parlait de baleine. On parlait de baleine. La baleine bossue. On voit souvent cette baleine sur la côte nord de l'Amérique. On l'y a souvent capturée et remorquée directement dans les ports. Elle porte sur le dos un énorme paquet. On dirait un colporteur. Vous pourriez la baptiser baleine éléphant ou baleine château. Ah, château. Son nom, en tout cas, la distingue mal du grand cachalot qui, lui aussi, possède une bosse, quoique plus petite. Son huile ne vaut pas grand-chose.
Elle a des fanons, des baleines. Elle est la plus joueuse et la plus folâtre de toutes les baleines. Et elle fait par conséquent plus d'écume joyeuse et d'eau bien blanche qu'aucune autre. Allez, un petit peu de ta Ouais, tout à fait. Vous en connaissez d'autres, des baleines? Oui. Si, oui. La baleine d'eau de rasoir. Ah oui. De celle-ci, on ne connaît guère que son nom. J'en ai vu une. Mais de très loin, vers le Cap Horn. De nature discrète, elle évite à la fois les chasseurs et les philosophes. C'est une bonne idée, ça. Bien qu'elle ne soit pas peureuse, elle n'a jamais rien montré d'autre que son dos, qui se présente comme une longue lame effilée. Et laissez-la filer. Laissez-la filer. Ni moi-même, ni personne, nous ne savons presque rien sur son compte. La baleine souffre. Une personne, elle aussi discrète, avec un ventre d'une belle couleur soufre, attrapée sans doute en se frottant aux tuiles de l'enfer, dans ses plongeons les mieux réussis. On la voit pas souvent. En tout cas, je ne l'ai jamais vue, sauf au fond des mers du Sud. Mais alors, tellement loin qu'on ne pouvait pas l'étudier. On la chasse pas. Elle filerait avec des cargaisons de lignes. On raconte sur elle des histoires prodigieuses. Adieu, ventre de soufre. Je n'ai plus rien à dire de toi. Et les vieux n'en te quai non plus. Et c'est la fin du premier livre, In Folio. Et maintenant, commence le livre 2. In octavo. In octavo, l'épaulard, ce poisson au souffle sonore qui a fourni un proverbe, est un citoyen notoire de l'abîme. Et pourtant, on ne le classe pas en général parmi les baleines. Mais du fait qu'il en possède les grands traits distinctifs, la plupart des naturalistes le regardent comme un léviathan. C'est un in octavo moyen qui a de 15 à 25 pieds de long et le tour de taille en proportion. Il nage en troupeau. On ne le chasse pas systématiquement, malgré qu'il ait beaucoup d'huile, et tout à fait convenable pour l'éclairage. Quelques baleiniers estiment que la rencontre de l'épaulard annonce celle du grand cachalot. Ah oui, oui, c'est mérité. On voit un petit peu de ta fiale. Et le poisson noir Le poisson noir. Je donne, comme vous voyez, à tous ces poissons leur nom vulgaire parce que c'est le meilleur. Si un nom se révèle trop vague ou inexpressif, je le signalerai et en proposerai un autre. Alors, c'est ce que je fais maintenant pour le poisson noir, parce que le noir est en effet de règle pour quasiment toutes les baleines. Et si vous voulez, j'appellerai le poisson noir la baleine hyène. Quoi? La baleine hyène. Sa voracité est bien connue. Et parce que les commissures de ses lèvres sont retroussées vers le haut, elle arbore en somme un perpétuel sourire Méphistophélès. Oui, cette baleine mesure de 16 à 18 pieds. On la trouve sous toutes les latitudes. Elle a une façon très spéciale de montrer en nageant sa nageoire dorsale, qui est crochue et qui ressemble à quelque chose comme... le nez d'un romain. Oui. Quand ils n'ont rien de mieux à faire, il arrive que les chasseurs de cachalots capturent la baleine hyène pour lui prendre un supplément d'huile bon marché à usage domestique. Le narval. Narval. Val. Ou baleine à narine. Autre exemple de baleine étrangement baptisée. J'ai renversé mon tapia. Mais il y a encore du tapia. Tu permets que Alors, la baleine à narine. Elle est ainsi nommée, je suppose. Parce que la corne qui la distingue fut à l'origine prise pour un nez pointu. Et cette créature est d'environ 16 pieds de long.
Et sa corne mesure dans les 5 pieds en général. Mais elle peut aller jusqu'à 10 pieds et même 15. À strictement parler, cette corne n'est qu'une défense très allongée qui sort de la mâchoire selon une ligne droite, légèrement inclinée et par rapport à l'horizontale. Mais elle est plantée sur le côté gauche, ce qui donne un effet morbide, comme d'un gaucher maladroit. On ne sait pas très bien à quoi sert cette corne. Certains disent que le narval l'utilise pour découper la glace quand il revient. Si, pour découper la glace quand il revient à la surface des mers polaires. Des mers polaires. Mais il n'y a pas de preuve. Le tueur. Les Nantuckets connaissent mal cette baleine et les naturalistes ne la connaissent pas du tout, pour ce que j'ai pu en voir. Et là encore, de très loin, je dirais qu'elle est de la taille du Krampus. Elle est très sauvage. Elle est le cannibale fidjien du monde des poissons. Il lui arrive d'accrocher les très grosses baleines aux lèvres et elle s'y accroche comme une sangsue jusqu'à ce que la bête mastodonte meure d'épuisement. On ne chasse pas le tueur. Je n'ai jamais entendu parler de l'huile qu'il peut donner. On peut dire que son nom ne le désigne pas en propre, du fait que nous sommes tous des tueurs. Bonaparte et requin compris. Compris? Et puis le batteur. Le batteur. Alors, celui-là est célèbre pour sa queue, dont il sert comme d'une férule pour taper sur ses ennemis. Alors, il monte sur le dos des grosses baleines et il les fouette là, tandis qu'elle nage. Ah, il fait son chemin dans la vie comme font le leur, mettons des collègues à coups de fouet, À toi. Et ici prend fin le livre 2e, in octavo. Et commence le 3e livre, et dernier, in 12. C'est-à-dire le livre des plus petites baleines. J'entends mal. Vous renversez ta fiale. On va le mettre là comme ça, et en face de moi, et j'écouterai mieux. J'entendrai mieux. Mais... Laisse. Il y a aussi une quantité incroyable de baleines incertaines, fugitives et demi-fabuleuses. Comme ma qualité de baleinier américain. Qu'est-ce qu'il y a? Je connais de réputation. Mais pas personnellement, non. Je vais les énumérer. Hein? Je vais les énumérer avec les noms que leur donnent les équipages. Parce que peut-être une telle liste pourra servir aux chercheurs de l'avenir qui compléteront ce que je viens de commencer. Ouais. Si quelques-unes des baleines ci-dessous sont un jour capturées et répertoriées, elles pourront très bien entrer dans mon système, c'est-à-dire selon leur taille, dans les livres in folio, in octavo ou in 12. Ce sont la baleine nez de bouteille, la baleine jonque, la baleine tête de pudding, la baleine du Cap, la baleine chef, la baleine canon, la baleine rugueuse, la baleine cuivrée, la baleine éléphant, la baleine iceberg, la baleine coque, la baleine bleue, etc. Alors, avec les bons auteurs de l'Islande, de la Hollande et de la vieille Angleterre, on pourrait dresser beaucoup d'autres listes de baleines incertaines, baptisées de toutes les façons, avec des noms bizarres. Non, mais je les laisse de côté, elles sont périmées. Et je ne peux pas m'empêcher d'estimer que ce ne sont que des bruits. Et
sonorités bourrées de léviathanisme qui ne veulent rien dire. Qui ne veulent rien dire. Qui ne veulent rien dire. Ils ne veulent rien dire. Ils ne veulent rien dire. Finalement, je laisse mon système cétologique inachevé, comme fut laissée la grande cathédrale de Cologne, parce que les petits édifices peuvent être terminés par leurs premiers architectes. Mais les grandes et vraies constructions confient toujours leur achèvement à la postérité. Dieu me garde de jamais rien finir. Ce livre tout entier n'est qu'une ébauche, et je dirais l'esquisse d'un brouillon. Oh, temps, force, argent, patience. Moby Dick d'Herman Melville, adaptation de Jean Thibaudot, avec Jean Levray dans le rôle d'Ismaël, Jean-Roger Cossimon, Gérard Darieux, Gérard Dournel et Julien Guillaumard, les 4 marins, et tout l'équipage du Pécode. Bruitage Louis Amiel, chef opérateur du son Jean Jusforgue, collaboration technique Yann Parentoen, assistant de production Jean-Paul Papeau, conseiller technique pour la navigation à voile, Armel d'Ast-sur-Couffe. C'était le 3e épisode.